Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui vous résume les 8 habitudes de sagesse à table à adopter pour les enfants et qui les accompagneront toute leur vie. Le but, c'est pas tellement les bonnes manières, c'est plutôt d'avoir une bonne santé, d'avoir une bonne ambiance en famille. Les moments des repas sont très importants pour le lien familial, pour l'harmonie. Donc c'est bien d'en profiter pour prendre des bonnes habitudes très tôt. Et ces conseils, vous verrez, sont aussi bénéfiques pour les enfants que pour les parents. Certains, vous les connaissez déjà, vous n'êtes peut-être pas motivés à les appliquer tous, mais je trouve que ce rappel est vraiment utile. En tout cas, moi, il m'a aidé. Il a aidé les enfants et les enfants me les rappellent régulièrement quand j'en oublie un ou deux, ou un qui m'arrange pas trop et qui, eux, leur fait du bien. Vous allez voir lesquels. On compte 8 habitudes de sagesse chinoise faciles à adopter à table. C'est ce que je vous propose. Personnellement, je n'aime pas trop faire la cuisine, mais 2 fois par jour, 365 fois par an, pas facile de faire semblant d'être occupé à chaque repas pour laisser mon gentil mari cuisiner. J'ai vite compris qu'il allait falloir m'y mettre et le faire avec plaisir. Ma stratégie a été d'impliquer les enfants dans le processus. Une de mes blogueuses préférées, Mom of 15, parle de Sweet Equity. J'applique déjà le principe depuis longtemps, mais je ne savais pas qu'il y avait un nom. Saviez-vous que l'on passe en moyenne 4,3 ans de nos vies à manger? Autant apprendre dès l'enfance à bien manger pour être en bonne santé. Mais comment leur faire prendre très tôt les bonnes habitudes? Rester calme ou mâcher lentement, pas facile pour les enfants, ni pour les adultes d'ailleurs. Pressés qu'ils sont et que nous sommes de retourner à nos écrans, à leurs devoirs, comment faire pour les motiver? Comme toujours en éducation, on préfère la raison plutôt que l'obligation en leur expliquant les bienfaits de l'effort à fournir. C'est ce que je m'attache à faire ici en 8 conseils ultra simples à appliquer et efficaces pour prendre un bon départ à table dans la vie. Et la cerise sur la vidéo, je vous réserve une fiche pratique que vous pourrez afficher près de la table à manger pour vous rappeler ces principes ultra efficaces et entamer des progrès durables à table. Sur Internet, dans les livres et les médias, on trouve pléthore de conseils, parfois contradictoires. Lesquels sont bons? Quelles sont les motivations, les influences, bonnes ou pas, de ceux qui les publient? Font-ils des copier-coller d'autres sites? Or, la santé passe par l'assiette et de mauvaises habitudes répétées 3 fois par jour, 365 jours par an, multipliées par le nombre d'années, faites le calcul. La répétition peut avoir des conséquences dévastatrices sur la santé physique et mentale. Saviez-vous par exemple qu'une maladie telle que l'autisme a été reliée directement à l'alimentation? Pour recueillir ces petits concentrés de sagesse, j'ai consulté Isabelle Chopinet, praticienne en médecine chinoise, spécialisée dans la beauté par la nutrition depuis près de 20 ans et surtout, c'est la mère d'une famille nombreuse. Connaissez-vous une autre médecine qui a fait ses preuves depuis 5000 ans dans le monde entier? Premier conseil. Respecter les goûts des enfants, ne pas les forcer, cuisiner ce qu'ils aiment, car chaque corps a des besoins différents. Le corps sait précisément de quels nutriments il a besoin. Pensez aux envies des femmes enceintes. N'est-ce pas une preuve éloquente que le corps sait mieux que n'importe quel conseiller ce dont il a besoin? La nature étant si bien faite, se pourrait-il que ce phénomène ne concerne que les femmes enceintes? Pour que les enfants ne subissent plus nos choix, je vous invite à mettre tout de suite en pratique l'un de ces 4 conseils simples. Petit 1, apprendre aux enfants à reconnaître les signaux de la faim et de la satiété. Deuxièmement, les encourager à être à l'écoute de leurs besoins avec sagesse. Moi, je n'ai envie que de bonbons, des chips, du coca, me dit mon fils par provocation. Comment te dire, mon chéri? On a besoin d'apprendre un peu aussi ce qui est bon pour nous. Nos envies ne sont pas toujours dictées par les réels besoins de notre corps, mais aussi par des besoins de réconfort, un manque émotionnel, etc. Montrez-leur la vidéo sur les méfaits du coca sur la santé, je vais essayer de la retrouver, ça devrait les calmer. Chez moi, elle a eu le mérite de déclencher une discussion assez sérieuse du petit espiègle avec sa sœur, ça l'avait fait flipper. Petit 3, ne pas les forcer à manger un plat dont on sait pertinemment qu'ils ne l'aiment pas. Petit 4, mettre de côté la discipline dure pour encourager l'enfant à se discipliner lui-même dans les choix de ses aliments. Conseil numéro 2 maintenant, manger en silence ou du moins dans le calme et se mettre à table de bonne humeur. Combien de repas sont gâchés par des disputes, une atmosphère lourde et pesante? Notre digestion s'en trouve contrariée. La vie de famille n'est pas toujours un monde de bisounours. J'avoue que la nostalgie de ma vie de célibataire m'a parfois effleuré l'esprit.
Comment faire pour que plus aucun repas ne soit gâché? Pourquoi ne pas mettre en place un petit rituel avant chaque repas, par exemple, remercier celui ou celle qui a cuisiné pour nous, comme le font les Japonais à l'école, avec une joie communicative, ou tout autre rituel qui vous convient mieux. Certains font la prière, par reconnaissance aussi. Eh bien, c'est bénéfique autant pour l'esprit que pour le corps. Sinon, demandez à vos enfants le rituel qu'ils proposent. Ils ont de bonnes idées et en plus, ils aiment se rendre utiles et qu'on les implique. Surtout s'il s'agit de le faire à chaque repas, mieux vaut qu'ils adhèrent. Enfin, quel que soit le rituel pour trouver le calme, ne lâchez rien tant que vos repas ne sont pas sereins. Tenez-vous à cette petite cérémonie à chaque repas et si vous vous découragez devant l'impatience des enfants, ma règle d'or, repartir à zéro, sans se plaindre. Pas bien fait hier, pas grave, on fait mieux aujourd'hui. C'est le processus de tout changement positif dans nos vies. Ce petit rituel permet de se poser une minute pour nous calmer, nous centrer sur ce que nous allons faire et surtout, cela permet d'entamer le repas par un sentiment positif de gratitude bienveillante. Notre petit monde en a bien besoin, n'est-ce pas? Par-dessus le marché, j'adore cette expression, je l'avais oubliée, elle vient de ressurgir de mon enfance. Cela permet de couper avec les activités dont on sort, d'oublier les soucis et d'être en pleine conscience. C'est à la mode, mais ce n'est pas cela qui me motive à le partager avec vous. C'est le fait que cela vienne de la nuit des temps. Mais pas question ici d'imposer le silence de manière autoritaire, mieux vaut proposer l'expérience aux enfants, en les invitant à savourer en silence pour reconnaître tous les ingrédients d'un plat jusqu'au grain de sel, ou en leur proposant le silence comme un jeu pour faire l'expérience du plaisir de manger dans le calme. En médecine chinoise, la digestion dépend de la rate, qui est associé à l'état de méditation. Donc l'enjeu est de tenter de cultiver cet état du calme intérieur pendant les repas pour améliorer la santé à long terme. Conseil numéro 3, se servir de petites quantités à la fois. Un proverbe chinois dit « Quand il y a du riz qui se moisit à la cuisine, il y a un pauvre qui meurt de faim à la porte ». Selon le livre Global Gashi, chaque année en France, le gaspillage alimentaire s'élève à 79 kg par personne et par an. Pour nous donner un ordre d'idée des implications de ce chiffre abstrait, selon le site zerogâchis.com, il faut 15 000 litres d'eau pour produire 1 kg de viande, un rôti de porc ou un gigot d'agneau. C'est 70 baignoires pleines. Enseigner aux enfants très tôt les vertus de l'écologie et de l'économie responsable va leur rendre service toute leur vie. Une astuce pour leur apprendre à ne pas gaspiller et éviter d'avoir à forcer les enfants à finir leur assiette par principe, la solution est de les habituer à prendre de très petites quantités à la fois. C'est un apprentissage long et répétitif qui nécessite notre patience car leur appétit et leur élan sont parfois difficiles à canaliser, mais cet apprentissage permet de les éduquer à deux vertus fort bénéfiques à leur développement, la raison et la retenue. Nous y reviendrons dans le blog éduqueravec-sagesse.com. Conseil numéro 4. Ne pas punir ou récompenser les enfants avec de la nourriture, glace ou bonbons. Qui n'a pas fait l'erreur? Pas de dessert si tu ne manges pas ton repas ou si l'enfant pleure, afin de le consoler, on lui donne une sucrerie. Est-ce si méchant et nocif? Oui, car l'enfant associe la nourriture à une expérience négative ou de réconfort. À la longue, cela peut créer une dépendance au sucre ou à un autre aliment et dans les cas les plus graves, causer des troubles alimentaires tels que l'anorexie, la boulimie, la prise de poids, l'obésité. Face à des moments difficiles, l'enfant se réfugiera dans la nourriture. C'est une habitude fichtrement difficile à perdre. En résumé, évitez d'associer quelque aliment que ce soit à une punition ou à une récompense. Et puis, conseil numéro 5, bien mâcher les aliments lentement. La digestion commence dans la bouche. On parle du travail déjà mâché. L'estomac aura donc moins de travail, l'assimilation sera plus rapide et efficace, d'où un niveau d'énergie plus élevé et moins de fatigue. Quoi de plus désagréable que la somnolence postprandiale? Joli mot, n'est-ce pas? Ça veut dire après le repas. Conseil numéro 6, être conscient et responsable de ce que l'on met dans son corps. On ne sait plus ce que l'on mange, on ne regarde pas assez les étiquettes. Or, l'augmentation du taux de maladies psychiatriques a été liée directement à l'alimentation,
à la merdouille chimique, j'adore cette expression, d'une amie nutritionniste, que l'on trouve dans les aliments industriels et les plats tout cuisinés vendus en commerce. Conseil évident, préférez les plats faits maison, même plus simples, plutôt que les plats plus élaborés du commerce. Ils ont une forte valeur ajoutée, donc sont plus chers. Comme disait mon père, faudrait être bête de payer plus cher pour s'empoisonner. Conseil numéro 7, ne pas faire autre chose en mangeant, ni regarder la TV, ni le téléphone. Pendant les repas, fermez la télé et éloignez les portables. Quand on mange, on prépare la digestion en utilisant l'estomac, la rate et les intestins. Or, quand on regarde un écran ou même un livre, on utilise les yeux et cela gêne le travail de la digestion, d'où, encore une fois, baisse d'énergie et fatigue. Conseil numéro 8, marcher après le repas favorise la digestion. Quand on le peut, s'offrir un moment pour dynamiser la digestion, faire un peu d'exercice physique modéré, comme une balade à pied, permet de favoriser les circuits d'énergie liés à la digestion. Ces conseils sont ultra simples à appliquer. On en a entendu certains ici ou là sans savoir d'où ils viennent, ni s'ils sont bons. Je les ai vérifiés un par un en consultant une experte de la médecine chinoise. Prendre la décision d'en appliquer ne serait-ce que 2 sur 8 peut amener un vrai changement dans vos repas, améliorer votre santé et redonner la frite, la patate ou la banane à toute la famille. Allez, comme promis, pour vous aider à tenir quelques-unes de ces résolutions dans la durée, voici la fiche pratique à télécharger juste en dessous de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.